Bonsoir tout le monde, ici Maps, bienvenue au 9e épisode de Qu'est-ce que tu lis? Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Donc, bienvenue à tout le monde qui se joigne à nous. Faites-nous faire un petit coucou en commentaire. Bienvenue à ceux qui nous écouteront dans le futur. Et je vous présente mon panel pour ce soir, en ce jeudi 14 mars. Et cette année, c'est une année sous le thème de la femme. On fait pas juste ça au mois de mars, nous, célébrer les droits de la femme. On fait ça toute l'année. Ça a l'air pas d'homme sur mon podcast jusqu'à maintenant. On est tranquille. Surtout, en tout cas, je sais pas vous, mais les dernières lectures que j'ai lues à propos des hommes, là, ça allait pas fort. Donc, sur ce petit aparté, je commence avec José qui est avec nous ce soir. Bonjour Allô. José. Allô. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, merci. On a une nouvelle sur le podcast. On a Noémie Over. Bonsoir. Noémie. Bonsoir, merci de l'invitation. Je suis très contente que tu aies accepté. On a Élie du compte Instagram Élie lit pour la cause. Bonsoir Élie. Allô, bonsoir. On fait juste vous dire qu'elle n'est pas en présence, elle n'est pas dans un café ce soir. Donc, non, je suis chez moi avec mes propres écouteurs. Je ne partagerai pas mon micro aujourd'hui. On l'a séparé physiquement de Marie de la chaîne Marie Thérapie. Salut! On va essayer de survivre sans Élie à mes côtés. C'est ça. On n'est pas en chicane, mais là, on a dit qu'il faut se séparer ce soir. Oui. C'est plus facile, c'est plus facile. Ah oui, et vraiment. Notre petite cerise sur le Sunday, on a Karine avec nous. Hop, je l'ai ajoutée, mais tout d'un coup, c'est noir. Elle semble avoir des petits problèmes avec son Internet. Vous savez, elle habite loin de chez nous, hein, à peu près. C'est pas elle qui est loin, c'est juste nos maisons qui sont loin. Tu es revenue? Tu es là? Non? Oui? Oui. Oui, mais ça lag. Elle est revenue, mais figée un peu. C'est ça. Elle est statifiée. Ça se peut que ça soit comique ce soir. Donc, pendant que Karine nous revient, on a Sous le ciel qui est là. Bonsoir. Un petit lecteur. Signé Daphné. Sidonia Jean. Bonsoir à tout le monde. De ce temps-ci, je sais pas, on dirait que j'ai une voix d'animatrice de soirée, là, en tout cas. C'est la fatigue qui m'attrape. Fait qu'on va commencer avant que je continue de dire plus de niaiseries. Comme vous le savez peut-être, on fait un petit tour de table en premier, puis on discute de ce qu'on lit, puis on fait un deuxième tour de table, un échange sur un petit sujet. Juste vous rappeler que à la fin de l'épisode, donnez-moi à peu près 1 heure, puis vous allez avoir tous les titres dont on a parlé ce soir en commentaire sur ma vidéo YouTube. Karine, est-ce que tu nous entends? Parfait. Je vous ai récupéré, ma connexion m'a fait des misères ce soir, je suis désolée. On va vivre avec ça. Bon, ben, allons-y. Commençons maintenant. Je lance la balle au bon pour Élie, pourquoi pas? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Ben, présentement, je lis le tirage royal de Daphné Bédard. C'est son premier roman. Je vais faire comme ça. C'est excellent, mais comme je ne l'ai pas fini, je trouve ça toujours difficile de parler d'un livre que je n'ai pas terminé encore. On dirait que ça me prend le portrait global pour pouvoir en parler comme il faut. Fait que je me suis dit que j'allais vous parler du livre, le dernier livre que j'avais lu et terminé. Et c'est Les poules des prairies partent en tournée de Dan Dumont. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Non. Oui, Karine? En tout cas, c'est... ben, vous savez, là, j'ai un nouvel emploi, alors je lis beaucoup de littérature autochtone présentement. Et Dan Dumont est comme une icône dans le domaine. Et je me suis bidonnée. Là. Ça faisait longtemps, il me semble, que je n'avais pas ri à ce point-là dans un roman. Les poules des prairies, c'est une troupe de danse qui s'en vont représenter les communautés autochtones à travers différents pays, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, etc. Mais juste avant le départ, tout le monde va festoyer dans un restaurant et attrape une indigestion parce que la qualité du repas n'était pas adéquate. Donc, là,
ils sont pris au dépourvu, un plan B est trouvé et c'est une drôle de troupe finalement qui s'en va un peu dépourvue. Donc, on a différents personnages qui sont vraiment tous différents les uns des autres. Il y a Enna, tu sais, qui est un peu plus âgée, qui a de l'arthrite, mais qui veut donc danser et elle est là pour accompagner sa nièce de 19 ans, qu'elle accroche tout ce qui bouge, puis elle veut donc bien paraître. On a aussi le directeur de tournée qui est là pour aider le chef de bande qui est là pour, il a demandé à son frère de l'aider. Donc, il y arrive, tout ce qui peut arriver sur la route arrive. C'est drôle, c'est un peu du type vaudeville. Donc, c'est franchement hilarant. Mais même si c'est si drôle, il y a quand même des moments où on en apprend plus sur la culture. La culture aussi vue de différents points de vue, de différents pays aussi. Puis toutes là, les traditions à travers le powwow, etc. Donc, vraiment, là, c'est un petit bijou. J'ai vraiment beaucoup ri. C'est touchant à la fois. Donc, je vous le recommande. Est-ce que tu as lu de Dan Dimon La course de rose, puis On pleure pas bingo? Ben, La course de rose, j'ai le bingo, les perles de bingo, je les ai, mais je l'ai pas lu encore. Mais aussi rose, La course de rose, c'était du bonbon, là. Hilarante, mais hilarante. Oui. C'est ça. La course de rose, c'est une femme là, d'une quarantaine d'années, si je ne me trompe pas, qui décide là, de se remettre à la course. Mais elle a de la misère, mais elle lâche pas le morceau, tu sais. Puis c'est beaucoup, tu sais, quand on a des enfants, des fois, on a moins le temps pour l'entraînement. Puis, tu sais, là, elle veut se remettre en forme, puis elle veut se reprendre en même temps sa vie en main. Donc, elle décide de se mettre à la course, puis ça lui entraîne à avoir une routine de vie aussi. Puis ça aussi, là, les commentaires de Rose, là, puis toutes ses pensées, c'est vraiment drôle. Donc, franchement, là, c'est à découvrir dans Dumont, paru aux éditions Anénorac, ça vaut la peine. Excellent. Bien noté. C'était justement ma question. Vas-y. J'aurais juste aimé voir la réaction d'Élie quand c'était le temps des indigestions. Ouais. Ah, ben, parce que moi, j'ai une phobie. J'ai une phobie de ça. Moi et Marie, on partage ça. Là. On a tout à peur des indigestions, la maladie en G qu'on ne nomme pas. Là. Nous, on aime mieux dire Voldemort que ça. Ça donne une idée. Je comprends. Fait que oui, j'avais hâte de passer à d'autres choses. Mais c'est tellement dit avec humour que ça passait quand même bien. Puis, c'est un court moment. Là. Si vous êtes comme moi, là, je suis encore en vie. Là. J'ai survécu. Malgré tout, tu as réussi à passer le traumatisme. C'est pas dangereux, on n'attrape rien à travers les pages. Bon, ben, bien noté. Ça donne pas envie d'aller dans ce restaurant-là, par contre. Non, j'imagine que non. Bon, mais excellent, j'ai noté tout ça. Puis j'avais une question aussi, ton tirage royal, est-ce que c'est adulte comme roman ou c'est plutôt jeune adulte? C'est young adulte, ouais, jeune adulte, je dirais. Okay. Mais c'est très bien aussi, c'est une dystopie. Voulez-vous que je vous en parle un peu? Ou... c'est Oui, rapidement, c'est une dystopie. Donc, puis j'aime ça. Je sais pas vous, là, mais moi, quand c'est une dystopie, fantasy ou quoi que ce soit, là, quand j'ouvre le livre, je vais me mettre de même. Quand j'ouvre le livre et qu'il y a une carte, là, il y a déjà, tu sais, un point. On dirait que, fait que c'est ça. Donc, le pays est divisé, je vais dire comme ça, en classes. Donc, bronze, argent, or. Il y a la cité royale et la cité solitaire. Donc, à 18 ans, tous les gens de la même âge doivent arriver à un tirage royal et ils sont pigés un homme, une femme pour former un couple. Ils sont automatiquement mariés et ils font ça pour éviter d'avoir une épidémie qui se poursuit, donc une maladie. Si on ne fait pas des enfants avec un partenaire du même âge que nous, c'est dangereux là, d'avoir que la maladie se propage. Et ceux qui ne sont pas tirés ou que leur mari ou leur épouse décède se retrouvent à la cité solitaire et là, ils sont voués à une vie triste et seule. Donc, mais où il y a quand même beaucoup de solidarité.
à l'intérieur de ça. Donc, oui, c'est bien, mais c'est ça. Là, j'ai hâte de voir. Puis là, bien évidemment, il y a de la romance. Fait que c'est ça. Il y a de la rébellion à travers tout ça parce que, bon, il y a des classes sociales. Donc, c'est un peu ça aussi dans les dystopies. Hein. Souvent, c'est un regard sociologique aussi à travers tout ça. Donc, l'as-tu lu, toi, Noémie? Non, mais Ah, je on pensais me l'avoir lu. l'avait proposé en service de presse, mais j'essaie de réduire au maximum en ce moment mes services de presse parce que ma pile à lire dépasse les 100 livres. Je trouve ça Déborde. épouvantable. Ça me cause de l'anxiété plus qu'autre chose. Mais là, tu me fais un peu regretter. En tout cas, ben, il est pas, c'est pas un X pour toujours. Là, je peux aller me le procurer ailleurs, mais oui, là, j'ai vu tout le monde qui avait des bons commentaires dessus. Oui, c'est bon. Oui. Puis, tu sais, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a des inspirations de plein de livres, films qu'on a aimés, tu sais, qui sont rapatriés dans un même roman. Donc, non, je trouve ça, j'aime bien. Je pense que c'est un excellent moment. Si tu aimes la dystopie, est-ce que vous avez lu La Mesure? L'autrice, elle s'appelle Nikki Elric. Non. En fait, c'est à un moment donné, tous les habitants de la Terre qui ont 22 ans et plus reçoivent une petite boîte sur leur parterre, puis là-dedans, il y a une ficelle. Puis la longueur de la ficelle indique la longueur de la vie. Ah, mon Dieu. Puis en fait, au début, tout ça, c'est de là la mesure. Oui, exactement. Puis là, ben, tout le monde essaie de savoir qui a envoyé la boîte. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est une force extraterrestre? Puis tout le monde cherche à trouver ça, mais plus que le livre avance, plus ça devient accessoire qui a envoyé la boîte. Puis on sait que la boîte n'est pas conçue en matériaux qu'on retrouve sur la Terre. Fait que déjà là, on s'imagine que ça vient d'une force extérieure, mais c'est jamais abordé dans le livre. C'est vraiment tout le contexte social. Ceux qui ont un petit segment, ils appellent ça comme ça dans le livre, ben eux autres, ils n'ont rien à perdre. Fait qu'ils sont comme une menace pour les longs segments. C'est vraiment côté social dans ce livre-là qui est vraiment très intéressant. Puis il y a plein de personnages aussi qui gravitent, puis on voit leur réalité avec qu'est-ce qu'ils font avec leur propre ficelle. Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je ne l'ouvre pas? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Puis même les pays, en Corée du Nord, ils interdisent les gens à ouvrir leur boîte. C'est vraiment on voit vraiment dans chacun des pays un peu comment que les gouvernements peuvent décider de gérer la boîte des gens. C'est franchement un bon moment de lecture. Ah ouais. Ben, c'est intéressant. Oui, vraiment intéressant. La mesure. Ça donne le c'est goût. Ça l'affaire. Quand on participe à ce podcast-là, on a envie de tout prendre les livres. Oui. Ça aide pas notre balle. Ou notre balle. Moi, j'appelle ça la balle. Là. Ça, c'est ma bibliothèque à lire. Nous, on l'a lu en groupe de lecture. C'est une amie lectrice qui l'a proposé, puis tout le monde a été vraiment ravis. Là. Tout le monde a aimé ça. Puis là, tu viens de le vendre à Signé Daphné. Là. La mesure est sur son radar. Ah, tant mieux. Puis on avait Christine, que je n'ai pas vue tantôt, qui est avec nous. Bonsoir, Christine. Puis, oui, fait que moi aussi, j'ai noté ça. Je trouve ça super intéressant. La mesure, puis le tirage. Ah oui, puis je voulais faire finir ça avec la partie de la carte. Je ne comprendrai jamais les gens qui aiment les cartes dans les livres. J'ai un désintérêt total pour toutes ces choses. Ouais? C'est comme, non, mon Dieu. On dirait que ça m'aide à mieux situer. En tout cas, je me dis, sinon, je l'imagine peut-être pas de la même façon que l'autrice ou l'auteur, puis je me dis, c'est ça, on dirait que j'ai besoin d'un cadre. J'aime ça me représenter les personnages, fait que ça, j'aime pas ça quand il y a des visages ou quoi que ce soit nécessairement. Mais une petite carte, là, j'aime bien cette petite carte. Tu dois être bonne à t'orienter dans la vie, toi, hein? À m'orienter? Pas en tout, je suis vraiment pas bonne. Oh. C'est pour ça qu'elle avait des cartes. Ben, c'est ça. Dans un salon on avait encore des vraies cartes. Hey, non, même dans un salon du livre. Mais c'est parce qu'en plus, je jase trop. Fait que là, je parle avec tout le monde. Puis là, je sais même plus ce que je suis rendue. Mais dans le temps où on avait des vraies cartes papier, là, qu'il n'y avait pas de Google encore, là, j'étais genre à tenir ma carte à l'envers. Je suis vraiment zéro. Non, j'étais tourne à gauche, mais dans le fond, c'était pas le bon gauche. Là, je tenais ma carte à l'envers. Non, c'était une vraie farce qu'on va faire. OK. Bon, ben, j'essaierai d'étoffer ma théorie une autre fois sur ceux qui aiment les cartes versus ceux qui les aiment pas. Ça doit être pour ça, en fait, que j'aime autant les cartes. Ça me permet de bien me situer et de pas me tromper. OK. J'aime le filon. On va continuer. Allons-y, avec José. José, mais j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce que tu lis? Oui.
En fait, tu sais, les livres, des fois, ça nous tombe dessus, puis on ne sait pas trop pourquoi. C'est une amie qui m'a parlé d'un livre qui s'appelle, attendez, je vais vous dire, Le ciel t'attend. L'auteur s'appelle Jean Grégor. C'est sur l'histoire de Yuri Gagarin. Puis en fouillant sur cet auteur-là, je me suis rendu compte qu'il a publié longtemps plusieurs livres, une dizaine de livres même, sous le nom de Jean Grégor. Mais son premier livre à son vrai nom, c'est Grégor Péan. C'est le titre, je ne pouvais pas commencer par celui-là. C'est La seconde vie d'Eva Braun. OK. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je voue une espèce de curiosité incroyable sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les nazis en général. Et j'aime les euchromies. Le mois passé, j'en avais lu une sur Sylvia Plath. Alors, ce livre-là, c'est une euchromie sur Eva Braun. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant. Puis, en fait, le point de bascule, c'est, ceux qui connaissent l'histoire, en fait, Hitler et sa femme, ils venaient de se marier. Au bout de quelques heures, ils se sont suicidés tous les deux et ils ont été retrouvés à l'extérieur du bunker. Ça, c'est l'histoire, la vraie histoire dans la vraie vie. Et dans le livre, lui, Hitler se dit, c'est pas possible qu'une personne aussi joyeuse, aussi gaie que Eva Braun termine comme ça. Et lui, il veut, dans le fond, qu'elle continue à vivre puis qu'elle parle du Reich de Milan, à quel point c'était extraordinaire et merveilleux et fabuleux. Alors, il invente toute une espèce de façon de trouver une Eva Braun de remplacement. Alors, il y a une femme qui lui ressemble beaucoup, qui devient, elle est très heureuse parce qu'elle va être l'élue. Alors, c'est elle qui meurt avec Hitler et Eva Braun se retrouve dans une voiture, dans le coffre pour se sauver. Elle est probablement en Bavière et arrive, là, à ce moment-là, c'est ceux qui le savent, c'est les Russes qui ont délivré Berlin. Alors, il y a une bombe qui arrive sur la voiture. Ça tue les deux personnes qui étaient avec Eva Braun et elle n'est pas morte. Elle est recueillie par les Russes. Et là commence son calvaire, je pense que c'est un bon terme. Et Eva Braun, c'est vraiment un personnage incroyable. Je pensais à elle tantôt. Hitler détestait pas mal tous les humains différents de lui, mais avait un amour incroyable pour les animaux, pour les chiens, entre autres. Il est mort il a même suicidé sa Blandine à la fin. Puis Eva Braun, c'est un peu une Blandine pour lui. C'est quelqu'un qui disait toujours oui, qui était très, 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 très admirative. En fait, plus qu'admirative, elle l'adorait. Fait que je comprends que Hitler a eu beaucoup d'amour pour Eva Braun, puis on ne sait pas exactement le rapport qu'il y avait avec elle. Tout ça pour dire qu'elle ne meurt pas dans cette euchromie-là. Elle aurait dû mourir, franchement, parce que le reste de sa vie a été absolument épouvantable. Elle se retrouve dans une chambre pour se faire interroger. Il y a un autre personnage féminin qui est assez important, qui est une traductrice russe, qui fait un peu le côté humain chez les Russes parce qu'ils ne sont pas tellement dépeints comme des êtres sympathiques. Et même si toute sa vie à Eva Braun a été une vie, même quand les gens mouraient par centaines, par millions, elle ne le savait pas, elle ne voulait pas le savoir. Puis elle a vraiment vécu dans une espèce de conte de fées perpétuel jusqu'à un certain moment où il arrive un événement dans sa vie de captive qui l'a fait complètement basculée dans l'horreur. Puis là, elle devient vraiment plus consciente de ce qui s'est passé. Puis tout le reste du livre, en fait, elle fait de la prison, elle est interrogée, elle a vraiment une vie incroyable. Puis elle arrive dans une espèce de goulag en Sibérie avec d'autres criminels. C'est pas des criminels, en fait, c'est des prisonnières. Puis ils finissent toutes par partir, mais pas elle. Fait que c'est vraiment intéressant de voir un peu sa rédemption. Puis pendant tout le livre, normalement, Eva Braun, c'est un personnage de l'humanité qu'on déteste parce que c'est quand même quelqu'un d'assez épouvantable qui a été complètement éprise d'un monstre. Là. C'est le plus grand monstre de l'humanité. Fait que on s'attache quand même à ce personnage-là. On la comprend d'avoir été si naïve quand elle l'a été, toute la rencontre qu'elle a eue avec Hitler, puis toute sa déchéance jusqu'à la toute fin où elle finit par revenir à Berlin. C'est un livre vraiment intéressant, puis l'histoire est intéressante. Puis moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que quand j'ai commencé le livre, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui se passait avec Eva Braun. Fait que je l'avais comme un peu, avant de me rendre compte qu'elle était prise en Russie, je me suis dit, mon Dieu, va-t-elle être à Hollywood? Est-ce qu'elle va... Parce qu'elle, avant de devenir la Eva Braun d'Hitler, elle adorait tout le faste d'Hollywood, elle lisait les revues, c'était une Américaine dans sa tête. Là. Elle avait vraiment elle rêvait de ça. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est ce chemin-là que l'auteur va prendre?
Mais non, il a pris l'autre chemin. Puis après, je me disais, ça serait tellement chouette d'avoir plusieurs livres avec plusieurs vies d'Eva Braun. Ouais. Comment aurait été Eva Braun si elle n'avait pas été cette prisonnière dans des camps russes, mais si, écoute, elle aurait fait fortune à Hollywood sur un fond d'eau. J'avais l'impression que ce livre-là pouvait avoir d'autres suites. Puis l'écriture est très particulière. Moi qui lis énormément de livres de cette période-là, les livres sont pas austères, mais sont assez formels. On parle d'une période assez dure. Fait que généralement, il n'y a pas tellement de trucs cool dans ce livre-là. Puis là, je vais vous lire une phrase, puis va vous mettre un peu dans le ton. Elle ne cessait de les exciter, ces SS remplis de testostérone, mais il y a une règle quand vous êtes SS, vous ne baisez pas la poule du Führer. OK. Fait que c'est vraiment un style d'écriture qui ne va pas du tout avec la période. Puis à un moment donné, ben, l'auteur nous dit, on dirait qu'il parle à la personne qui n'est pas aussi intéressée que moi de cette période-là, comme pour dire, tu fais bien de lire mon livre. Puis il dit, mais Eva Braun, je vous résume en gros, Eva Braun, aujourd'hui, elle serait sur Instagram, puis elle ferait des selfies avec ses body moulants. Fait que c'est vraiment une façon de nous dépeindre la Eva Braun avant qu'elle devienne cette femme-là qui était comme un deuxième chien pour Hitler. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas la première Uchronie que je lis avec Hitler. J'aime beaucoup ça. J'avais lu Il est de retour. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je savais pas que c'est une Uchronie. Je l'ai chez nous. En fait, c'est Hitler qui se réveille. Fait qu'à mon avis, c'est un peu ça. C'est vrai. C'est un peu ça. Puis j'avais lu aussi, qui n'est pas nécessairement une Uchronie, mais qui est Le Schmuck. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Franz-Olivier Guibert. C'est un petit livre absolument incroyable. En fait, c'est la montée de Hitler dans pourquoi que Hitler est devenu Hitler, alors que tout le monde savait que c'était un imbécile, mais qu'il dit t'inquiète, il va finir par partir. T'inquiète, il va finir par partir. Puis quand il était là pour de vrai. Fait que c'est vraiment, ce livre-là est vraiment exceptionnel. Et le schmuck, dans le fond, c'est un mot juif pour dire un crétin, un imbécile, un tarlat. En fait, l'épais qui était, mais qui est devenu ça. Puis évidemment, ben, j'en avais parlé la dernière fois aussi, dans le même genre, ben, il y a La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, pour moi, qui est un énorme livre, là, un très, très grand livre. Là. Fait que c'est ça que j'ai lu. Puis je ne sais pas si vous connaissez, c'est un critique littéraire français qui s'appelle Gérard Collard. Et étrangement, on est souvent d'accord. Lui, il avait été complètement ébloui par Fab Caro et le scénario. Puis pour le livre de la vie, la seconde vie d'Eva Braun, il en a parlé comme si c'était le livre du siècle. Je pense pas que ce soit le livre du siècle, mais j'ai eu bien du fun à le lire, puis c'est un auteur que je vais suivre assurément. Puis je souhaite de lire d'autres Uchronies, parce que franchement, j'aime bien ça. Mais là, tu m'as un petit peu vendu quand même. C'est sûr que la fiction historique, c'est comment dirais-je, mon petit plaisir coupable, on dirait. Ouais. Puis là, tu as parlé de procès, tu as parlé de prison. Écoute, c'est tous des sujets que j'aime vraiment beaucoup. Donc, tu vas lire ça. Puis, il y a une petite affaire qui est vraiment le fun, que moi, je ne savais pas, c'est qu'en fait, quand ils ont découvert les deux cadavres de Hitler et d'Eva Braun, ben, ça a été très long. En tout cas, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de rumeurs comme quoi qu'il ne serait pas mort, qu'il serait sur une île déserte avec Elvis, puis... Et voilà. Puis finalement, ben, ils ont vraiment été, surtout Hitler, son crâne a été repris par les Russes. Puis Staline, ça a été extrêmement long avant qu'ils disent oui, il était là. Fait que c'est dit qui s'arrange les Américains, qui s'arrange les Alliés, qui le cherchent, qui pensent que c'est pas vrai. Puis il y a tout le regard de Staline sur Eva Braun, parce que lui, dans le fond, il veut interroger Eva Braun pour en savoir plus sur Hitler. Qu'est-ce que Hitler pensait de lui. Fait que c'est vraiment des monstres qu'on comprend mieux par plein de bandes différentes. Puis dans la portion réelle, en fait, la portion où on voit tout le chemin d'Eva Braun, là, quand elle travaille dans le magasin de photos, quand lui arrive comme un client. Fait que ce bout-là que moi, je connaissais quand même pas mal bien est très, très fidèlement rendu. Puis c'est surtout qu'on la comprend, Eva Braun, dans sa vie réelle. Puis on imagine exactement ce qu'elle vit dans sa vie fictive. Puis ce que j'ai trouvé aussi fort intéressant, c'est que je ne me souviens plus ce que j'ai trouvé intéressant, il y en avait trop. Mais en fait, j'ai l'air emballée par ce livre et franchement, j'ai eu un excellent moment de lecture. On ressent très bien ta passion pour tout ce qui est autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais tu nous l'as bien vendu. Je viens de me rappeler. En fait, Eva Braun, on la connaît très bien, nous, mais pendant la guerre, étonnamment, les Allemands ne la connaissaient pas.
il ne la connaissait pas, il n'y avait pas de médias à l'époque, puis elle était vraiment en retrait parce que Hitler était marié avec l'Allemagne. Fait qu'il ne devait pas nécessairement avoir une compagne. Fait que ça aussi, c'est intéressant quand on apprend ça, puis c'est vraiment un chouette livre. Puis c'est une petite plaquette, là, il y a à peine 300 pages, je pense. Fait que je vous le propose. Et si jamais vous le lisez, ben revenez-moi, on en jasera. Moi, Josée, j'aimerais ça que tu écrives la version de ma blonde Hollywood, hein? à Hollywood. J'adorerais. Ah, ben, je te remercie. Qui sait, peut-être un jour. Ben oui, en tout cas, on te lira. Ah, ben merci. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais pensé que tu pourrais être l'écrivaine de cette uchronie Ben oui. d'Hollywood. En tout cas, j'ai entendu dire que tu écris bien, puis je t'ai lu un petit peu, Ouais. Josée, là, ta belle plume. Fait que, C'est ma jumelle qui dit ça. Hein? Fait que... Écoute, elle n'est pas biaisée du tout. Mais merci beaucoup pour cette critique enflammée sur Eva Brown. Puis en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pas un nom que je connaissais avant aujourd'hui. Fait que tu viens déjà de m'apprendre beaucoup d'affaires. Bon, ben tant mieux, je suis contente. Je connaissais un petit peu, là, mais pas... Je serais curieuse de voir, justement, son futur imaginé. Il est pas rose. Alors, j'imagine. OK, c'est bon. Je pensais que Karine, t'allais parler, fait que je te regardais. Oui, ben j'ai pensé à dire des choses, mais je vois l'heure passer, puis je me dis que je parlerai tantôt. OK, parfait. Oui, c'est ça, on n'est pas prêt à ce rapport. Je m'active, j'ai compris. Allons-y, merci, Josée. Continuons avec Noémie. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis? Oui, ben, un peu comme Élie, là, j'ai commencé un livre récemment, puis j'ai amené un autre livre là, à vous parler, mais dans le fond, là, j'ai commencé un manoir en Cornouailles pour mon défi MH Tapal, puis je suis au tout début. Ça semble bien, là, c'est vraiment un roman en 2 temps, là, fait qu'on a en 1968 dans un manoir et il y a en parallèle 50 ans plus tard, ce qui nous amène à peu près aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas fait le calcul, là, mais à peu près. Puis on se rend compte assez vite là, qu'il a dû se passer un drame dans le dit manoir en 1968 qu'on va sûrement découvrir. Fait qu'habituellement, c'est quelque chose que j'aime là, dans les romans quand on voit les deux époques en parallèle. Fait que, à suivre. J'en ai pas entendu parler beaucoup de ce livre-là. Donc, Moi, j'en ai entendu parler sur les Bookstagram français. Il y a je l'ai quelque part dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas lu, étant surpris. Mais j'en avais entendu parler sur les Bookstagram français, puis j'avais quand même vu d'excellentes critiques là, sur ce roman-là. Un truc passé-présent là, qui avait l'air à plaire. Oui, si je l'ai mis dans mon défi MH Tapal, il devait être aussi là, dans ma bibliothèque depuis un moment. Là. Oui. Mais sinon, là, ce soir, je voulais vous parler de Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme de Michel Lapierre-Dallaire que j'ai fini en début de semaine. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu ou pas encore. Hein, c'est ça, il est quand même tout récent. Là, c'est rare que je lis les choses dès qu'ils sortent, mais celui-là, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai adoré le premier livre de l'autrice. Le deuxième est vraiment dans la même lignée. Là. J'ai envie de dire, si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous risquez de ne pas aimer le deuxième. C'est vraiment... Puis souvent, mes souvenirs là, sont assez flous là, d'un roman que j'ai lu comme il y a 2-3 ans, mais on est vraiment là, dans les mêmes événements de vie qu'on repasse, mais vraiment sous l'angle de la relation avec sa mère. Fait que comment est-ce qu'elle a vécu, comment la relation avec sa mère s'est bâtie, comment il y a eu des moments fusionnels, qu'il y a eu des moments de violence dans cette relation-là, puis comment un enfant peut se bâtir là, dans une relation avec un parent qui est, ma foi, instable, là, comment il peut apprendre à se construire puis évoluer là-dedans jusqu'à teinter ses relations amoureuses plus tard, ses relations sexuelles, toutes ses relations de parce qu'elle a vécu, ce qu'on voit beaucoup dans le premier livre, mais aussi là, dans comment elle voyait la relation avec sa mère dans ce qu'elle a vécu. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça... encore une fois, on est vraiment dans l'intimité de l'autrice, là, fait qu'il faut quand même...
être à l'aise avec ça. Ça doit être mon côté voyeur ou je ne sais trop. Là, je crois qu'il faut avoir un peu ce côté-là pour apprécier ses livres parce qu'on est vraiment profondément là, dans son intimité. Mais si on apprécie ça, je crois qu'on peut aimer. Là, c'est rare qu'on a accès à ce genre de récits-là qui sont des faits vécus, là, en fait. Fait que c'est vraiment une introspection qu'elle a fait sur cette relation-là là, avec sa mère. Oui. Elle était une des autrices d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais, puis il y avait des panels là, sur son livre, puis là, elle disait, tu sais, le titre, il est long, mais tu sais, c'est un peu comme lorsque tu vas chez la psy, parce que comme, tu sais, je vais souvent chez la psy, puis c'est ça qu'il me dit, tu sais, je vous demande de fermer les yeux et de trouver un endroit calme. Puis là, l'animateur lui demande, tu sais, pourquoi ce titre? Puis elle répond, mais pourquoi pas? Puis j'ai trouvé ça magnifique. Mais tu sais, moi, j'ai pas lu son nouveau, là, mais effectivement, le premier, là, c'est des lectures assez difficiles avec des trigger warnings énormes. Puis tu sais là, que c'est du fait vécu. Puis tu sais, je l'ai croisé en salon, puis j'avais quasiment le goût de la prendre dans mes bras. Puis tu sais, comme... Je te dirais que celui-là, il effleure plus c'est vraiment les faits, là, les violences qu'elle a vécues, puis c'est vraiment plus sur ce qu'elle ressent, puis vraiment dans sa relation. Fait que, oui, il y a des choses qui sont nommées, mais qui ne sont pas approfondies. L'objectif étant pas de refaire le premier livre non plus, là, j'imagine. Fait qu'il est peut-être... Ben, non, il est difficile à lire, mais d'une autre manière, là, je crois. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir lu absolument, j'imagine, le premier pour mieux comprendre celui-ci? Je crois qu'on le comprend mieux, effectivement. Puis c'est ça, là, mon souvenir du premier est assez vague là, parce que ma mémoire des livres que j'ai lus s'arrête là, à peu près 2 jours après que j'ai terminé ma lecture. Là. Fait que, on peut en avoir un souvenir pas si clair, mais je crois que j'ai plus apprécié en sachant vraiment quand un homme, quelque chose qu'elle a vécu, de savoir un peu à quel point là, ces violences qu'elle a vécues, je crois que ça m'a aidée. Mais c'est pas présenté comme un premier et un deuxième tome, fait que je crois pas que c'est nécessaire. Là. OK. Ils peuvent se lire individuellement, mais ça reste que c'est préférable. OK. Oui. Personnellement, je crois que oui. OK, bien noté, bien noté. Une belle nouveauté de l'année, un roman d'une fille de ma région, j'aime ça. Oui, qui fera clairement partie là, de mes tops de l'année. Là, Quand même. Oui, je pense que c'est quand même marquant comme sujet. Ça ne peut pas faire autrement que de laisser une trace. Là, Est-ce que tu vas venir nous en parler sur le Discord du gala du premier roman, du roman? Du gala du roman québécois? Une fille sur scène? Je pourrais. Si je m'en rappelle, à ce moment-là, il faudrait quasiment que je le relise. Tu peux y aller tout de suite, maintenant? Réécoute-toi. Oui, c'est ça. je vais me réécouter, mais c'est pas quelque chose qui est long à lire non plus, mais oui, je pourrais, c'est vrai. Passe à tes 100 livres, là. Oui, c'est ça. Des fois, j'aimerais relire des choses, mais faut faire des choix. Il y en a tellement des nouveaux. Oui, c'est ça. Oui. Excellent, merci. Puis, si vous n'avez pas compris l'allusion à Karine, c'est parce qu'on est dans un autre projet qui est le Gala du roman québécois. Puis, on lit de manière collective tous les romans québécois adultes publiés dans l'année. Donc, on cherche des gens qui les lisent puis qui nous font des commentaires pour, à la fin de l'année, lire les meilleurs romans québécois qu'on aura lus cette année. Donc, toute critique, informations sont les bienvenues, mais ça, c'est un autre sujet. On continue parce que le temps avance vraiment vite ce soir. Allons-y, justement, Karine, j'ai entendu ta douce voix, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu dis? J'ai tellement un bon mois de lecture en mars, là, c'est complètement fou. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à choisir. Je vais peut-être vous parler vite de deux, OK? Mais je vais commencer avec celui-là, Les Dragons, de Jérôme Collin, qui est un roman français, mais qui est un roman qui m'a bouleversée, sincèrement, et que je pense, Matt, que tu pourrais aimer, parce que
Sincèrement, on n'a pas les mêmes goûts, moi puis Marie-Pierre, mais ça, je pense qu'on pourrait se rejoindre. C'est l'histoire d'un jeune garçon, il a 15 ans, il est en révolte totale de ses parents, il est en colère, là. Il les trouve épais contre tout ce que tu voudras, mais et suite au fait qu'il, je pense qu'il a frappé son père, il a lancé quelque chose, il se retrouve dans une maison de redressement, mais qui est un peu clinique psychiatrique, où il y a plusieurs jeunes qui sont inadaptés à la vie, qu'il appelle les dragons. Et il va arriver là en se disant « Hey, moi, on va me faire mettre dehors. Je veux pas rester là. Il n'y en est pas question. » Et sauf que, imaginez-vous qu'il va voir une fille. Et là, comme à 15 ans, on tombe amoureux au premier regard. Mais la fille, elle va avoir 18 ans dans quelques jours. Il y a 15, elle a 17 et 3/4, mais plus que 3/4. Et elle doit sortir parce qu'elle va avoir 18 ans, mais elle veut mourir. Elle revient parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Et ils vont se croiser. Je ne vous dirai pas ce qui va se passer. C'est un roman qui décrit le mal-être adolescent de façon assez magistrale. Tous ces jeunes-là qu'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas les réactions, qui nous laissent des fois pantois avec toute leur violence, toute leur colère, toute leur peine aussi qu'on ne peut pas comprendre, et à qui on dit souvent « ça va passer, c'est l'adolescence ». Mais il y a quand même des vrais troubles de santé mentale dans tout ça, des jeunes qui sont pas satisfaits parce que la vie adulte peut offrir, par les perspectives qu'elle peut offrir avec métro, boulot, dodo, capitalisme, tout ce qu'on voudra. Ça leur plaît pas, ça ne leur rejoint pas leurs valeurs et ils sont en révolte constante par rapport à ça. Le jeune garçon, c'est un vrai ado, là. La première phrase, que j'avais 15 ans et mon but était de rentrer dans une fille, je croyais que j'y avais droit. Il y a vraiment 15 ans. Ouch. Sauf que son évolution dans tout ça, son histoire dans cette maison-là, je trouve que c'est mettre le projecteur sur ces jeunes-là qui n'ont pas de raison pour être tristes, qui n'ont pas de... Il y en a qui leur est arrivé des horreurs, mais lui, non, puis il comprend pas ce qu'il fait là. Comment ça que moi, je suis en de même, puis j'ai pas été violée, j'ai pas été martyrisée. Et en tout cas, sincèrement, si le sujet vous intéresse, c'est hyper bien fait, c'est accessible et c'est étonnant. C'est rare qu'un livre comme ça va me toucher comme ça, mais là, c'était comme... Mm-hmm. Si on est parent d'adolescent, ça peut brasser, peut-être. Ben, moi, écoute, je suis parent d'adolescents et ils rentrent directement dans ma wishlist. Là, c'est sûr que je sais que je vais aimer ça. Fait que je veux vraiment le lire. Tu me l'as vendu. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Excellent, Ouais. excellent. Puis j'ai été très, très agréablement surprise par ce roman-là. Est-ce que tu recommanderais aux profs aussi, peut-être, aux enseignants, pour mieux comprendre leur... C'est très intime quand même comme truc, mais oui, les profs pourraient quand même lire. Je pense que tous ceux que la jeunesse, l'adolescence intéresse, ce passage-là, et je lisais ça, moi, puis moi, j'ai été rebelle un peu, mais pas tant, j'ai été en colère un peu, mais pas tant, j'ai jamais pensé à m'ouvrir les veines, quoi que ce soit, mais après ça, je repensais à la petite Karine de 14 ans, là, qui voyait, qui trouvait donc, on travaille le maudit argent, on allait à l'école, on s'emmerdait à l'école, tout ça pour gagner de l'argent. On l'a tout fait. Puis, je regardais où j'étais à ce moment-là, puis je me disais, si elle la voyait, mais si la petite Karine de 14 ans se voyait maintenant, qu'est-ce qu'elle dirait? Puis, attends, c'est pas si pire que ça, quand même, puis qu'elle a fait un beau bout de chemin. Je trouve que c'est une bonne occasion pour retourner notre regard sur ce que nous étions à l'adolescence, puis voir comment, ben, des fois, il passe des passes terribles et ça peut s'améliorer ou pas. Mais, en tout cas, j'ai trouvé que vraiment, là, si le sujet vous intéresse, c'est un très bon livre. C'est accessible en plus. Je recommande. OK, bien noté, bien noté. Moi, avec ce que tu dis, comme le sujet m'intéresse, moi, ce qui me fait peur, c'est justement la période adolescente. Mais c'est pas si pire. C'est pas celle que j'adore les ados. Fait que c'est ça. vraiment. Ouais. Moi, pas tant. Fait que. Je me laisse avec le tien. Tu vas peut-être avoir un. Non, c'est ça. Oui, mon ado. Mais tu sais, les ados en général. Ouais, moi, je les adore. Moi, je les trouve cool, là. Ouais. Je trouve tellement qu'il y a du potentiel. Ah non, je trouve ça... il me fascine. Il me fascine. Ma maison toutes est les toujours règles qui sont remplie là. d'ados, moi. Fait que je les adore.
Puis l'autre, écoute, je parle. Lui, je vous en parlerai pas, OK? Autoportrait d'une autre, Élise Turcotte, là, moi, ça a été un méga coup de cœur. Il me donne le goût d'apprendre, il m'a donné le goût de tout lire, les surréalistes. Je vous en parlerai un jour si ça vous tente, mais moi, ça a été un méga coup de cœur, ce roman-là. J'ai adoré ça. Et celui que je viens de terminer, là, c'est Le quatrième mur de Serge Chalandon. C'est un auteur que j'aime énormément. Et dans celui-là, c'est l'histoire d'un homme qui, pour faire plaisir à son ami qui est mourant, décide de vivre son rêve à lui, c'est-à-dire d'aller monter Antigone au Liban, l'Antigone d'Hanouille, pas l'Antigone de Sophocle, au Liban en 1982, à Beyrouth, pendant le gros de la guerre. Et c'est un roman qui commence comme ça, une histoire de théâtre, un gars qui arrive là, en plein milieu d'une guerre qui n'est pas la sienne et qui essaye de monter cette pièce de théâtre-là pour faire plaisir à son ami. Et ça va virer. Moi, je m'y attendais pas, la façon que ça a viré, mais il arrive pour voir la guerre et finalement, c'est la guerre qui le prend un peu. Ça va l'influencer énormément. C'est un récit qui parle de théâtre, certes, il y a plein d'intertextualité là-dedans, mais c'est tellement difficile à lire, tellement difficile à voir, puis on comprend le personnage qui va là où il n'aurait jamais cru pouvoir aller. C'est un auteur que j'aime énormément et celui-là, il m'a terriblement secoué. Je l'ai fini tout à l'heure, donc j'avais besoin d'en parler. Et là, je me tais. Ben, merci beaucoup pour tes partages. Puis on a Daphné qui nous dit pour te réconcilier avec les ados, je recommande la série Être ado qui est diffusée en ce moment sur Télé-Québec, aussi disponible en ligne. C'est beau, beau, beau. Écoutez, pas besoin de me réconcilier, là. Je n'enseigne pas aux ados parce que je veux pas y voir. Je les préfère à 5 ans. Après ça, quelqu'un d'autre les gérera. Le temps avance trop vite. Merci beaucoup, Karine, pour ces beaux partages. On y va avec la littérature. Ma titrée sur le Sunday. Qu'est-ce que tu dis? Puis je vais essayer de faire ça sans tousser. J'ai une vilaine toux depuis 2 semaines. Donc, moi, je suis sur un roman québécois que j'ai commencé ce midi, sur mon heure de dîner. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup de lus. Donc, Nos vies parallèles de Benoît Picard, c'est la première fois que je lis cet auteur-là et la 4e m'interpellait énormément. Donc, ça raconte l'histoire d'un couple qui croule sous les responsabilités, le boulot, les enfants, toutes les tâches, la routine, le temps, etc. Et qui se remet en question et qui se demande pourquoi nos vies parallèles sont devenues plus importantes que la vie qu'on partage. J'ai lu une 60aine de pages. Ça commence avec, dans le fond, c'est un roman à double voix. Puis on pourrait à peu près dire à double temporalité parce que ça commence avec Vincent, donc l'homme du couple, et avec tout le début de ce couple-là, donc le premier appartement, premier aménagement ensemble, tu sais, toutes ces petites fois là, où tu vois les petits défauts de l'autre qui sont tellement mignons, puis les petites manies, puis tu découvres toutes les petites facettes de la personnalité de l'autre. Et après à peu près 10 pages, là, on rentre dans le couple trentenaire avec les enfants, le boulot, la routine, toutes les tâches et même les beaux-parents, donc les soupers le dimanche, puis la belle-mère qui est super supportante, bien aidante, mais en même temps qui nous tape ses nerfs. Fait que, tu sais, j'ai juste 60 pages de lu. Pour l'instant, je trouve que ça se lit vraiment facilement. Je trouve que c'est bien écrit, c'est fluide. Puis c'est surtout, je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans, qu'on soit en couple ou non, qu'on ait des enfants ou non. Puis je pense un peu à Karine, quand tu parlais des ados qui voient la vie d'adulte, ben, ça, je trouve que c'est une belle suite. Toute la pression, les exigences qu'on se met, puis qu'on finit finalement par se perdre. Donc, je pourrais vous en parler plus la prochaine fois. Mais c'est ma lecture, puis j'aime bien. Puis je pense qu'Élie, tu l'as lu, hein? C'est excellent. Oui, j'ai adoré. Ça me fascine, moi, de voir à quel point Benoît Picard arrive à s'immiscer dans le cerveau d'une femme
Tu sais, parce que, comme tu le dis, c'est à double voix. Donc, il y a Ouais. autant le pendant masculin que féminin qui vit la même vie, mais totalement, tu sais, en parallèle. Donc, mais c'est ça, tu sais, je me dis, mon doux, il pense comme une femme. Mais je sais pas, tu sais, je Ben, trouvais que les réflexions qu'il y avait, puis là, j'étais en train justement de faire mon avis, puis je dis, tu sais, Eliane aurait pu s'appeler Elisabeth, tu sais, parce que je me suis vraiment reconnue en elle, tu sais, que, tu sais, comment on s'imaginait la vie, justement, quand on était ado, puis qu'est-ce qu'elle est en réalité, puis à quel point, tu sais, on peut vite se retrouver dans le gouffre de la oui. parentalité, de la routine, du travail, de vouloir être performant dans toutes les sphères de notre vie, jusqu'au point de rupture à un certain moment. Donc, puis comment faire pour là-dedans pas se perdre, justement. Oui, puis même pas se perdre individuellement, je trouve. Puis, tu sais, Exact. je sais pas, là, j'ai lu 60 pages, mais tu sais, moi, quand tu me parles des ados, Karine, tu sais, je trouve tellement qu'on met des pressions épouvantables sur nos enfants. Tu sais, moi, je trouve ça abominable, là. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point que ça va être discuté là-dedans, tu sais, au niveau des attentes des enfants, etc. Puis j'ai hâte de voir comment ils se remettent en question aussi, là, s'ils réussissent à se relever de tout ça, là. Fait que je trouve ça super intéressant. Les attentes qu'on se met envers nous-mêmes et envers notre conjoint ou notre conjointe aussi. Justement, tout ce qu'on trouvait mignon au début puis qui finit par nous taper sur les nerfs. Comment on a idéalisé notre couple, notre vie de famille, puis que finalement, ben, c'est un peu plus rochant qu'on le pense, là, tu sais. Puis tout c'est ça, go, 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 faut que ça aille vite. Non, t'as pas le temps de finir ton dessin, vite, on s'en va à l'école, tu sais. Fait que, non, vraiment, en tout cas, pour l'instant, là, j'ai 60 pages de lu. Fait que je vous reviendrai là-dessus. Ben, écoute, ça résonne. Je pense que c'est le genre de thème qui m'intéresse beaucoup, là, donc... Ça se lit super bien quand même, là, ouais. il y a une bonne plume. Moi, ça me tente aussi, ça me parle. Puis c'est chez qui, hein? Quelle maison d'édition? Okay. C'est complètement différent de ce qu'il a fait par le passé, là, tu sais, avec sa duologie jusqu'à En route vers Nowhere puis vers l'inconnu. Non, en route vers Nowhere, c'est Sophie Lorrain. Aller simple pour l'inconnu. Aller simple pour l'inconnu. C'est ça, aller simple pour l'inconnu, puis il y en a un autre. Jusqu'à l'horizon. Jusqu'à l'horizon, c'est ça. C'est toujours jusqu'au bout de l'horizon. Mais... En tout cas, ouais. Mais ça avait été un coup de cœur pour moi. Puis là, on est complètement ailleurs, mais on retrouve quand même la finesse de la création de ces personnages, la psychologie aussi. Ben, notez, moi, je ne connaissais pas ces romans d'avant. Aller simple vers l'inconnu, ça ne me dit rien. Fait que j'ai bien noté tout ça, puis ça me parle, en tout cas. Ça me parle, ce sujet-là. Pour avoir un enfant de 13 mois, là. Parents, là, ouais. Ça me parle. Donc, ben non, c'est ça. C'est pas tout ce qui se passe dans ma vie. C'est drôle parce que Karine disait qu'elle avait vraiment un mois exceptionnel de lecture, puis je ne sais pas ce qui se passe avec nous deux, Karine, mais il va falloir mettre un autre X sur le calendrier. J'ai passé des plus belles 13 journées de ma vie au mois de mars avec mes lectures. J'ai quasiment un top 10 déjà, là, juste avec ce que j'ai lu là. Même affaire. C'est fascinant, c'est fascinant. Puis tellement que je vous ai même pas apporté le livre que je suis en train de lire actuellement, que je dévore aussi. Si vous me connaissez un petit peu, j'avais lu Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini il y a quelques années. Puis là, je suis en train de lire 1000 soleils splendides. J'ai à peu près 100 pages de lu. Puis tu sais, tu parlais de la plume de Benoît Picard qui est tellement capable d'être dans la tête d'une femme. Puis je me disais exactement ça de Khaled hier. J'étais comme, il décrit la misère de cette femme-là d'une manière que, comme, je peux pas concevoir qu'un homme peut comprendre la misère d'une femme, tu sais. Je suis complètement renversée. Puis il écrit des trucs difficiles, mais comme, c'est écrit avec douceur quand même, avec joie. Ah, c'est fascinant. Mais c'est même pas de lui que je voulais vous parler, parce que j'avais oublié que je lis trop de choses de magnifiques, mais mon dernier gros coup de cœur terminé, puis je sais qu'Élie puis Noémie, vous l'avez lu, je pouvais pas passer à côté d'Exa de Gabriel Filto-Shiba.
C'est fou parce que j'ai lu cette fille-là avec Anne Cabané il y a quelques années, puis comme j'avais mis 4 étoiles dans le temps que je mettais des étoiles, mais ça avait comme passé à côté. Puis au cerveau du livre, on s'est fait parler d'Exap. J'étais comme, ah oui, une dystopie, puis OK, Gabrielle Filtouchiba, il me semble qu'elle écrit bien, puis sans plus. Puis je suis rentrée dans ce livre-là, tu sais, sans vraiment d'attente. Et on parlait de dystopie au début de l'épisode pour boucler la boucle, mais on est vraiment loin du cliché américain de la dystopie, dans le sens que souvent, on est avec les rebelles qui veulent défaire le système oppressant qui est autour d'eux. Puis là, oui, il y a ce système-là, mais il y a quelqu'un qui est à l'extérieur pour une raison X, Y, Z, qui replante le Nord. La mère est là-bas, puis elle passe genre 8 mois par année à reboiser le Nord. Donc, elle, on la suit dans cette liberté-là, dans cette sororité avec des femmes qui s'occupent d'elles entre elles, qui se mettent de l'avant, qui font attention les unes aux autres. Comme on est vraiment, tu sais, comme puis le but, ben, c'est sûr que c'est de rapatrier sa famille avec elle, mais on n'est vraiment pas dans les mesures répressives, dans les rebelles qui veulent sortir de cette dystopie-là. Elle existe, on sait qu'elle existe, mais il y a vraiment beaucoup d'espoir. Puis si vous ne connaissez pas Gabrielle Filtouchiba, sa plume, c'est très atmosphérique, l'ambiance, tu sais, comme je peux même pas croire que moi je vous dis ça, je suis quelqu'un qui, je sais, c'est fascinant, c'est tellement pas moi, mais avec la manière qu'elle écrit bien, tu sais, c'est sûr que nommer 4, 5, 6 oiseaux, là, ça me plaît pas tout le temps, mais comme, on dirait que ça fait partie de l'expérience, de tout ce qu'elle apporte, puis c'est aussi axé sur l'écologie, c'est axé sur la planète, sur comment prendre soin de notre planète, sans prendre soin de nous aussi, de redonner à la Terre, de retourner à la base. J'ai été complètement renversée par ce livre-là. La première partie, comme j'étais comme, OK, c'est bon, tu sais, mais la deuxième, on dirait tout s'est mis en place. Puis j'ai aimé toutes les femmes lorsqu'on a compris comment elles se sont rencontrées, tout ça. C'était comme, ça a été vraiment une grosse lecture pour moi. Puis la fin, j'étais sur le bout de mon siège, j'étais comme, je suis prête à me faire renverser puis à pleurer les larmes de mon corps, comme à rire, puis comme à être heureuse de comme cette connexion-là. J'ai tellement vécu d'émotions. Fait que voilà ma recommandation pour aujourd'hui, Exact, de Gabrielle Filtouchiba. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a lu? José, Marie, littérature, Karine? Je sais qu'elle lit, puis Noémie, on s'en est jasé un petit peu. Un roman parfait pour le mois de mars, pour mettre la femme de l'avant, vraiment. Ouais. Tellement. C'est atmosphérique, là. Moi, je trouve ces romans à Gabrielle Filtouchiba tellement ancrés. Tout le temps, je me dis, c'est ancré, autant dans la nature que dans le corps. C'est vrai. Ouais. C'est le retour aux sources, autant justement à la terre, aux racines de l'être, je ne sais pas comment dire. Puis, la sororité, moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionnée dans ce livre-là. Puis étonnamment, j'avais quasiment envie d'aller aussi planter des arbres à quelque part, tu sais, puis de revenir à l'essentiel, tu sais. C'est un peu ça, là, d'enlever toutes les technologies, puis c'est ça, de revenir à la base. Et j'ai trouvé ce qui faisait peur, dans un sens, c'est que sa dystopie est vraiment pas si loin de notre réalité. C'est très réaliste de ce qui pourrait, de ce que notre réalité pourrait être dans pas si longtemps, là. Oui, non, ça complètement. Se passe à fin de fois. Ça se passe pas dans un monde, une île qui a été créée par... C'est pas post-apocalyptique non plus, c'est juste l'évolution vers laquelle on s'en va, j'ai l'impression. C'est comme la Terre qui meurt un petit peu. Ouais. Ça, c'est souvent ma peur avec les science-fiction, les dystopies. Lorsque je sens que c'est trop proche, ça me fait mal, tu sais. Donc, c'est sûr que si on fait de l'éco-anxiété, ça peut être source de... Oui, non, c'est ça. En même temps, il y a la force à travers tout ça, tu sais, puis que l'unification mais ouais, je sais pas. Il y a de l'espoir quand même. Moi, je vais trouver ça trop... Non, c'est ça. Il y a les deux côtés. C'est ça. Ouais. Complètement. Il ne nous reste pas vraiment beaucoup de temps. On va
possiblement juste effleurer le sujet, mais en même temps, c'est sûrement un sujet dont on pourrait passer énormément de temps sur ce sujet-là. En deuxième partie, je voulais qu'on parle des classiques. En fait, votre propre définition, votre propre interprétation de qu'est-ce qu'un classique. Souvent, on parle de ça, tu sais, ça, ce livre-là, là, c'est un classique, il faut que tout le monde l'ait lu. Puis parfois, on parle de classiques, tu sais, qui datent d'une époque différente. Parfois, c'est des classiques contemporains. Puis, je faisais une petite recherche en Google, comme les livres qui sont des classiques. Puis, ben, tu sais, il y a des livres qui sont comme sujets à interprétation, qui sont ajoutés là selon une personne ou l'autre. Donc, je vous lance. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer là-dessus sur c'est quoi un classique selon vous? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à cette Oui. question? C'est ce que je me demande, moi. Ben, je peux, Karine, Ben, sinon, vas-y. Ben c'est sûr que j'aurais pu réfléchir avant, ça aurait été fin. Mais c'est sûr que pour moi, un classique, c'est un roman qui va résister au temps, d'une certaine façon, et qui fait ressortir certains éléments clés de son époque, qui peuvent servir à interpréter une partie de l'époque dans laquelle il a été écrit. C'est pour ça que moi, je lis beaucoup de classiques, puis j'aime quand même ça parce que je m'intéresse à l'histoire. Et je pense que la plume va être différente à cause des modes de l'époque, les thèmes vont être différents, la façon de les traiter. Et je trouve ça extrêmement parlant sur ce qui était révélateur de cette époque-là. Et je pense que quand on évolue, dépendant d'où viennent les classiques, puis dépendant de quand ils ont été écrits et par qui, ça nous fait vraiment réagir de nos jours parce que les valeurs ont changé justement et ça nous fait réaliser à quel point on était assez loin de ce qui était prôné à cette époque-là. Et dans certains classiques, souvent, ce qui va rester d'une époque, ce ne sera pas juste un des côtés, un des courants de pensée, il va en avoir plusieurs. Donc, un livre qui pourrait être aujourd'hui très gauche et très de droite, ben, il pourrait devenir toutes les deux des classiques parce qu'ils vont parler d'une partie des voix qui résonnaient le plus fort à l'époque. Est-ce que classique veut dire bon? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois que ça peut aller chercher certaines sensibilités en nous ou pas, certains styles qu'on aime ou pas, dépendant si on décide de séparer l'œuvre de l'auteur ou pas. Et ça, c'est tout un autre débat. Mais tout, donc, classique, pour moi, ça veut pas dire qu'il faut le lire. Ça, c'est ça qui va me déranger, c'est quand on dit il faut le lire. Non, il ne faut pas le lire. Tu le lis si tu as envie de lire au sujet de cette époque-là et de voir ce qui était populaire ou valorisé, parce que des fois, c'est ce qui était valorisé par l'élite à une certaine époque, et ça, c'est révélateur de l'époque et de la façon de penser. Donc, pour moi, c'est ma définition classique. Moi, j'abonde pas mal dans ton sens, puis je trouve qu'un classique aussi, c'est un œuvre qui est enseignée. C'est un livre qui passe aussi par le vecteur de la scolarité, puis c'est un livre qui est lu par des universitaires, par des écoles. C'est souvent les livres qui sont les premiers livres à être lus, qui, à mon sens, est une grave erreur. Moi, j'ai lu Bonheur d'occasion à 12 ans et demi. Je peux vous assurer que ce livre-là, je le déteste et je veux le revisiter avec mes yeux d'adulte. Mais si je m'étais arrêtée à Bonheur d'occasion à 12 ans et demi, je ne serais assurément pas une lectrice. Ben non. Fait que je pense qu'un classique, c'est ça. C'est un livre qui est une racine, en fait, dans la littérature, dans les littératures. Puis peut-être un livre aussi que d'autres vont s'inspirer, qui va faire des suites sans que ça soit très apparent, mais il y a comme vraiment ce livre-là a teinté d'autres auteurs, d'autres livres. Pour moi, c'est ça ma définition d'un classique, puis je joins tout à fait ma voix à toi, Karine. Le début d'un trope, des fois. Le premier qui a sorti une mode ou quelque chose comme ça, ou des livres qui ont été très, très forts à l'époque. Mais je pense aussi, pour ajouter à ce que tu dis, José, des livres qui sont non seulement enseignés, mais qui ont été analysés par plusieurs personnes. Donc, c'est une lecture qui est presque intemporelle. Puis, j'ai une question que je me pose. Est-ce qu'un classique cesse de l'être s'il n'est plus lu, s'il est étudié, s'il est plus inspirant? Est-ce que sa médaille honorifique de classique ou c'est un statut qu'on doit remettre en...
Je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Ben C'est une moi, excellente question. j'ai juste en tête Agaguk, puis j'aimerais bien Ah. ça qu'on dise pas que c'est un classique, même s'il a été étudié pendant genre 50 ans, alors que c'est... En tout cas, faut pas me partir là-dessus, fait que j'ai juste ça en tête. Ben, Mais c'est une excellente question. J'ai lu ça, Ben- ils nous ont fait lire ça au secondaire, j'en suis encore traumatisée. Là. Tout Oui. pareil. C'est Tout le seul pareil. livre que mon père a lu. Mon père a lu ce livre-là parce que ma soeur aînée devait le lire, puis il était tellement sûr que ça n'avait pas de bon sens que c'est le seul livre que mon père a lu. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que si mon père le lit, il a un classique? Mais surtout, d'une certaine façon, c'est très révélateur de la façon qu'on avait de penser au sujet des Autochtones à Ben oui. l'époque. C'est révélateur. Est-ce Oui. que Oui. c'est bon? Absolument pas. Excusez, j'ai Ouais. dit ça. Oui, j'ai dit ça. C'est pas... Non, même au niveau de l'écriture, même au niveau de la façon de présenter les choses, même quand on pense pas au concept d'appropriation culturelle, non. Mhm. Tu sais, Ah non, c'est c'est une un façon... Selon le- Mais Vous voyez, moi, Mais- le classique, là, je vois toujours ça plus élitiste un peu, tu sais, c'est C'est une espèce de c'est la snobisme. littérature qui vient de l'Europe. C'est quelque chose de très... C'est Mais- quelque chose qui fait bien d'avoir lu. Pardon? Quelque Comme- chose qui fait bien d'avoir lu. Mhm. C'est Ça bien. paraît bien. C'est mieux d'avoir lu ça que tous les harlequins, mettons. c'est pas contre les Harlequins, toi? Absolument rien. Mais c'est quand même en société, c'est peut-être plus chic de dire j'ai tout lu Dostoïevski que j'ai lu les derniers Chiclets. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait se dire, par exemple, que Shining de Stephen King est un classique? Ouais, Oui. Mm. Dans son genre, oui. absolument. Ah oui, clairement. Absolument. Les codes ont été Genre de repris à classique plusieurs que j'aime endroits. bien. Ça fait partie de la pop culture. Absolument. Moi, j'aimerais ça me projeter dans 50 ans. Quels sont les classiques qui s'écrivent aujourd'hui? Oui, Ben, c'est moi, ça que je me suis demandé, moi. j'ai des pistes, je pense. Tu sais, moi, je fais juste penser à la littérature autochtone qui a pris beaucoup d'essor ces dernières années. Puis le point tournant qui est parti avec la littérature autochtone, c'est Coucoum de Michel Jean. Tu sais. Mhm. Fait Moi, que je même pense que ça si, va devenir un classique. exactement, même si je ne pense pas que c'est le meilleur livre écrit de tous les temps, puis, mais tu sais, aujourd'hui, c'est quand même un ouvrage qui a été fort et qui a ouvert la porte à plus de diversité de la littérature autochtone. Puis, tu sais, il y a d'autres personnes là, qui nous parlent des commentaires, ouh, ça pullule. Donc, on a Daphné qui nous dit qu'elle était d'accord avec Karine. Pour elle, un classique, ça résiste au temps. Il a souvent été important ou marquant à sa publication. Joie de lire qui dit que son fils a lu Maria Chapdelaine à 17 ans. Quelle meilleure façon de faire détester les livres aux jeunes. Ouais, c'est tellement Il y a triste. des classiques qui sont accessibles, dit Daphné. Anne, la maison Ah oui, Pignon Anne Vert. Puis Émilie de la Nouvelle Lune, c'est encore mieux. Donc, c'est sûr que c'est pas C'est tout bon, le temps mais des... Anne est indéclassable. Moi, j'avais aimé mieux Émilie, mais Anne, écoute, c'est toute notre enfance, nous Ah, autres. mais Là. Émilie aussi, là, mais on dirait que Anne elle a une place particulière dans mon corps et sur ma cuisse. J'avoue. Ah, ouais. C'est un truc sur le corps. Donc, c'est sûr que je pense qu'on est tous d'accord à dire que ce sont des œuvres qui ont été marquantes à un moment ou à un autre des époques, puis qui ont engendré autre chose. Tu sais, je pense aux liaisons dangereuses avec le style épistolaire, puis à partir de ça, tu sais, ça a parti quelque chose. Puis même cette œuvre que je ne peux nommer, mais qui a fait en sorte que les écoles de sorciers, puis le fantastique, il y a eu des vagues qui ont parti de là. Hunger Games en dystopie, ça aussi, c'est quand même une œuvre qui a été marquante. Donc, 1984, c'est Ouais. Vraiment. vraiment. Donc, C'est ce genre de livre-là qu'on va relire. Hein. Tu sais, quand on parle de dystopie, ben, peu importe la dystopie qu'on va relire, on va toujours avoir des bouts de 1984 qui vont nous venir en tête. Ouais, c'est ça, c'est un référent. Exactement, c'est une référence, totalement. Mhm. Totalement. C'est Moi, j'ai ça, on ce voit livre-là, je n'ai pas fini de le lire, là, mais c'est les 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Fait que je me Ah, dis, ouais. ben, peut-être que c'est plein de classiques. Ça, je sais pas. Absolument. Il y en a plein. Il y a plein Autant de en emporte le vent. Tu sais, il y a plein de... Mais tu sais, quand on regarde la lecture, quand on était jeune, moi, j'ai toujours aimé les classiques, même adolescente. Là. J'ai toujours aimé ça. Sauf que ils nous ont fait lire. J'étais un petit peu en avance à l'école, donc j'étais un peu plus jeune. Donc, à l'âge vénérable de 13 ans, j'ai lu Madame Bovary. Okay? Adieu.
Écoutez, il y a une histoire. En fait, Madame Bovary, je ne vendrai pas le punch, là. C'est une femme qui marie un homme qui est un peu plate. Elle s'emmerde et sa façon de se désemmerder, c'est de la tromper. C'est de le tromper puis d'aller voir ailleurs. Et bref, bon. Quand tu as 13 ans, là, l'amour, là, c'est la plus belle chose au monde. OK? La fille qui trompe son chum, là, c'est tout. Donc, moi, dans ma tête, Madame Bovary, c'était une. C'est ça. Et j'étais pas capable de voir d'autre chose que ça. Moi, il l'a renvoyé à l'échafaud. J'aurais été ravie. J'avais rien compris. Et je l'ai relu adulte. C'est pour ça que tu m'as fait penser à ça tout à l'heure, Josée. Je l'ai relu adulte. J'ai trouvé la plume fabuleuse. J'ai trouvé que, justement, cette femme-là qui avait rêvé sa vie à travers la littérature et les romans d'amour, quand elle se retrouvait face à la réalité qui était totalement autre chose que ce qu'elle pensait, elle est complètement désespérée et elle essaye de pimper sa vie, quoi. Ça marche pas tant que ça. J'avais trouvé ça magnifique. Magnifique. Mais est-ce que c'est très lent? Donc, si on n'aime pas ça, parce que c'était très, très à la mode à ce moment-là, la lenteur et les C'était les slow burn dans le temps. C'était slow ride aussi, là, on va s'entendre. Ben, c'est ça, c'est pas des romans que tu lis en 2-3 jours. Là. Tu prends ton temps, puis ouais. Ouais, souvent l'écriture était plus ardue que maintenant. Ouais. C'est moins fluide, disons-le. Oui, mais le vocabulaire aussi était différent, la structure était différente. Les phrases étaient différentes. Ouais, souvent, il y avait des grandes diatribes, là, éloquentes. Si vous Et avez l'édition n'était pas aussi accessible. Pour être édité à ce moment-là, c'était beaucoup moins accessible que maintenant. Donc, il y avait juste un certain genre qui pouvait être édité. En vrai, le reste, c'était des romans de gare. Et voilà. C'était encore par plus des hommes ou des pseudonymes. Of course. La plupart écrits par des mecs. Of course. Écrit tout petit parce que l'impression coûtait cher, tu sais. Fait que. Puis il était payé le mot pour en mettre le plus possible. Ben non, c'est ça. Ben, merci beaucoup de cette discussion. Là. Je vous ai refroidi en partant, mais écoute, ça a levé finalement, puis on est parti dans différentes directions, puis il y a des points auxquels on n'aura pas de réponse, oui. Je veux juste rajouter un petit quelque chose. Tu sais, quand on parle des classiques, là, c'était long, qu'il y avait des descriptions, blablabla, blablabla. Une des raisons, et c'est vraiment typique de l'époque, c'est que souvent, c'était des feuilletons qui étaient publiés dans les journaux. Et ils étaient payés au mot. Donc, il fallait qu'ils en mettent des mots. Et des fois, ils ne savaient pas trop ce qui s'en allait, fait qu'ils mettaient une grande description. Ça payait. Pas tout le temps, mais ça arrivait souvent. D'adjectifs et d'adverbes, disons. Des adjectifs, ouais. C'est ça. Là, c'est une généralité que je viens de dire, bien entendu, là, parce que c'était pas le cas de tout le monde, mais ça arrivait. Quel serait ton classique, toi, Karine, toi qui en as lu beaucoup, quel serait ton classique incontournable? C'est à moi, mon Dieu, que c'est difficile à dire. Dans mes classiques préférés, moi, j'adore Alexandre Dumas, tout en sachant je trouve que c'est haletant ce qu'il écrit. J'avais adoré le Comte de Monte-Cristo, cette histoire de vengeance. J'avais trouvé ça fabuleux. C'est un roman qui disait un roman de guerre à l'époque de la basse littérature. Ça se lit, c'est épais, mais ça se lit très, très facilement. Il y a plein d'aventures dans tout ça. Il y a encore des petits bouts qu'on peut passer vite des fois, là, mais moi, j'aime beaucoup Dumas pour ça. Historiquement, c'est so-so. Il disait qu'importe l'histoire pourvu qu'on leur fait des beaux enfants. Donc, c'est pas si grave que ça si c'est pas tout à fait ça. J'adore Zola. J'adore Dostoïevski aussi. Crime et châtiment. J'ai adoré ça. Tolstoï, non, je pourrais en parler longtemps des classiques. Il y en a énormément que j'ai aimé. Parce que je vis dedans tellement longtemps qu'on dirait que ça devient mes amis. C'est mes amis à la fin. Puis on a Daphné qui nous dit que Les Trois Mousquetaires est le meilleur exemple de feuilleton, en parlant de Bon, ben, merci. On a même un petit peu dépassé, mais là, il a fallu que je nous laisse nous enflammer un petit peu, là, parce qu'on avait bien des choses à dire à ce soir. Là. Les classiques, c'est le même, hein? Fait qu'on est resté dans le c'est ça. On était déjà... ce soir. Oui, c'est ça, finalement, oui, c'est ça. Mais merci beaucoup à ceux qui ont été avec nous en commentaire. Merci à ceux qui vont nous écouter par la suite. Puis merci à mes panélistes de feu pour cette belle soirée. On va se retrouver le 18 avril pour le prochain épisode du podcast. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Et merci à toi aussi de nous avoir accueillis et d'animer mois après mois ce magnifique podcast.
Mais ça fait un grand plaisir. Donc, on se dit à la prochaine.